Bonjour, je m'appelle Ibrahima Noureddine Diagne. Je suis actuellement l'administrateur général de Gaindé 2000. J'ai un parcours d'entreprise d'une vingtaine d'années. De formation, je suis école de commerce, donc j'ai fréquenté l'école des hautes études commerciales de Montréal, l'école des hautes études commerciales de Paris et plus récemment, j'ai fréquenté un programme de l'université de Stanford sur le leadership et la transformation. Voilà donc ma présentation. Je suis impliqué dans pas mal d'initiatives autour du numérique, autour de la jeunesse, autour de l'entrepreneuriat et aussi dans le milieu universitaire. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour mettre en place Gaindé 2000? Gaindé 2000, c'est un défi entrepreneurial intéressant. D'abord, c'est une entreprise qui ne m'appartient pas, donc j'ai été mandaté pour la mettre en place. Et pourquoi je dis c'est intéressant? Parce que ça a commencé avec juste une idée. J'étais vraiment là lorsque le mandat m'a été confié. Il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de marché, il y avait juste une idée de projet. Et donc, il fallait partir de zéro pour arriver à quelque chose. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est un parcours qui peut peut-être inspirer certains qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont peut-être même parfois plus de liberté puisqu'ils sont en possession de leur propre entreprise, de comment est-ce qu'ils peuvent démarrer, faire évoluer une entreprise. Ça vous a pris combien de temps pour mettre tout ce que vous avez mis en place? On peut dire que les 3 premières années ont été les plus critiques parce que c'est les années où il fallait avoir le produit, il fallait avoir le modèle économique qui prend et avoir l'écosystème des utilisateurs. Donc on peut dire que les 3 premières années ont été les plus critiques. Ensuite, ça a été une succession de développement sur de nouveaux créneaux et peut-être, je dirais pas plus facile, mais en tout cas un peu plus confortable parce qu'on n'était pas sur une logique d'une entreprise qui n'a pas de revenus. On constate une tendance mondiale, notamment sénégalaise. Beaucoup veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a des entrepreneurs qui, en continuité de leurs études, enchaînent directement dans l'entrepreneuriat. Donc c'est des gens qui n'ont jamais connu le salariat. Donc dans leur état d'esprit, ils doivent gagner leur vie avec leurs efforts, mais ils ne peuvent pas donner leurs efforts pour permettre à une entreprise, une autre organisation de pouvoir vivre. Donc c'est un état d'esprit, comme vous l'avez dit, n'est pas entrepreneur qui veut. Pour être entrepreneur, il faut avoir un mindset assez solide, une résilience assez solide, pouvoir tenir longtemps sans revenus et lorsqu'on a de premiers revenus, au lieu de vivre avec, de les réinvestir pour consolider son activité. Donc j'avoue que c'est quand même une posture très difficile, mais lorsque ça paye à la fin, lorsqu'on est au milieu de sa carrière, on ne regrette pas d'être entrepreneur parce que vous avez les autres qui étaient salariés qui, au milieu de leur carrière, maintenant veulent devenir entrepreneurs. À ce moment-là, c'est un peu plus difficile parce qu'ils ont déjà le confort du salaire, qu'ils ne savent plus faire certains sacrifices. Donc, c'est un choix qu'il vaut mieux prendre tôt que tard. Mais on a toujours le manque d'expérience lorsqu'on entreprend jeune. Mais en même temps, on doit savoir que, comme on le dit souvent, la première réussite dans l'entrepreneuriat, c'est l'échec. Parce que c'est l'enseignement qui permet justement de pouvoir rebondir et d'avoir de meilleurs résultats. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur, surtout au Sénégal, si on regarde l'écosystème et tout ça? D'abord, il faut éviter de se focaliser sur ses idées, sur ce qu'on pense, en fait, on pense qu'on a besoin d'acheter un journal tous les matins et on se dit que donc tous les Sénégalais ont besoin d'acheter un journal tous les matins. Il faut se concentrer sur le marché. Il n'y a pas d'entreprise sans marché. La première chose, c'est d'être sûr qu'on adresse un besoin, un problème, et que donc on a des gens qui vont payer pour obtenir ce que nous sommes capables de leur offrir. Alors la plupart des entrepreneurs, jeunes notamment, ils partent d'eux-mêmes. Et ça, c'est toujours le biais. C'est pas un biais sénégalais, c'est un biais universel. Il faut partir du marché. Donc ça, je pense que c'est l'une des premières conditions. Ensuite, l'entreprise, ça va être 2 choses. Des compétences et également des moyens financiers. Il ne faut pas penser qu'un seul de ces facteurs peut suffire à réussir une mission entrepreneuriale. Il faut avoir les compétences qu'il faut. Si vous ne les avez pas, vous devez les chercher, vous devez les payer pour les avoir. Ensuite, bien entendu, il faut les ressources financières parce que le plus grand danger, c'est d'avoir un bon produit, une bonne idée sur un bon marché et malheureusement de n'avoir pas le fonds de roulement qui permet de tenir 1 an,
2 ans, et que donc dès les 3-4 premiers mois, on est en cours de ressources financières et donc on n'est pas capable de continuer l'aventure. Donc je pense que c'est des éléments qui sont également importants. Je discute beaucoup avec les entrepreneurs sénégalais et ils estiment qu'ils n'ont pas accès au financement. Comment résoudre cette équation? Oui, c'est une équation parce que ceux qui donnent le financement ont besoin de certitude et les entrepreneurs, au moment où ils demandent le financement, n'ont peut-être pas les certitudes qu'ils doivent offrir aux bailleurs de fonds. Donc il faut un mécanisme intermédiaire qui doit porter certains entrepreneurs jusqu'à un niveau de maturité à partir duquel ils peuvent avoir la confiance de tous ceux qui apportent les financements. Et je pense que c'est ce mécanisme qui n'existe pas. Il y a les entrepreneurs avec leurs idées, leur enthousiasme et tout ce qu'il y a de positif derrière. Et de l'autre côté, il y a des bailleurs, de ceux qui ont le financement, qui ont également leur cadrage, leur canevas. Et le fait que l'entrepreneur arrive à maturité avant de se porter candidat pour un financement, il n'y a pas un mécanisme aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait construire, ce mécanisme de préparation au financement des entreprises. Parce que aussi, il faut se dire qu'un financement, voilà, les gens, ils ont vu ceux qui financent, ils savent que si on vous finance pour des charges, il y a peu de chances que votre entreprise soit capable de générer des revenus pour pouvoir les rembourser. Donc je pense que tout cela fait qu'il y a peut-être un maillon manquant, mais les financements sont là, ils sont même abondants parce que vous entendez partout des financements, mais ils sont difficiles à obtenir parce qu'ils ont des niveaux d'exigence qui ne correspondent pas toujours à la maturité de ceux qui demandent ces financements. Comment aider par exemple ces jeunes entrepreneurs à être aptes à recevoir ces fonds, à capter cette manne financière-là? Je pense que c'est une sorte d'université de l'entrepreneuriat qu'il faudrait mettre en place pour que lorsqu'un jeune décide d'être entrepreneur, qu'il ait un cursus qui n'est pas celui de son école. Parce que dans les écoles, c'est quand même des cursus de connaissances. Bon, après, il y a toujours comme on appelle les juniors entreprises, il y a toujours les stages, mais ce n'est pas ça l'expérience entrepreneuriale. Si vous faites un stage, vous n'êtes pas bon pour entreprendre, vous êtes bon pour travailler comme un salarié. Mais si vous voulez entreprendre, il y a un mécanisme qui n'existe pas. C'est celui qui doit vous préparer à la professionnalisation dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et ce mécanisme-là, il est à inventer. Je pense que c'est de la responsabilité de tous les acteurs de l'écosystème de se dire que les gens dans les écoles, on les forme à être des managers, on ne les forme pas à être des entrepreneurs. Et donc, il faut un mécanisme pratique de mise à niveau pour que les gens puissent réussir dans l'entrepreneuriat et même être matures au moment où ils font leur demande de financement. Est-ce qu'au moment de la création, de la mise en œuvre du projet Gaïndé 2000, vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez des anecdotes à partager? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'échec ça paie en fait pour un entrepreneur. Absolument. Contrairement à ce que les gens pensent de l'échec. Absolument. Je pense que d'abord les 3 premières années que j'ai évoquées, c'est des années d'incertitude parce que vous avez un budget à la base pour mettre en place un service. Vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas encore de modèle économique, vous n'avez pas encore de produits. C'est la partie où on doute. Est-ce qu'on y arrivera? Si on termine les ressources et qu'on n'a pas encore de revenus, comment on va faire? Donc c'est vraiment une partie hyper stressante. Et moi, je le dis avec peut-être plus de stress parce que l'entreprise ne m'appartenait pas. Vous savez, c'est plus facile de planter ce qui vous appartient que de planter ce qui ne vous appartient pas. Donc, c'était quand même pas du tout évident. Et tout le long de la vie de l'entreprise, jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a rien d'absolu. Nous n'avons pas aujourd'hui des revenus qui nous garantissent des semestres et des années devant nous. Donc, c'est un défi permanent. Et c'est en ça que j'ai une très grande admiration pour les entrepreneurs. Parce que je vous assure que leur chemin est le contraire du chemin de la quiétude. Il n'y a pas un seul moment où vous pouvez dormir tranquille. Vous êtes dans le défi permanent. Vous devez entretenir ce que vous avez, vous devez construire l'avenir et vous le faites dans un environnement qui n'est pas toujours favorable. Et j'avoue que c'est un vrai défi. Anecdote, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais voilà, en tout cas, on a connu par moments des baisses de revenus conséquentes. Et donc, on a été amené à revoir nos business models, à pouvoir renégocier avec des partenaires. Et tout cela, ça fait partie en fait du jeu de l'entrepreneur. Il faut être quelqu'un d'ouvert, il faut être quelqu'un qui sait que tout est dans la négociation en fait. Quelle que soit la difficulté que vous vivez en tant qu'entrepreneur, vos parties prenantes, vous pouvez toujours mener un dialogue avec vos parties prenantes
renégocier certaines choses et obtenir quelque chose à votre faveur. Ce qui est dangereux, par contre, et vous me permettez de le dire, c'est de négocier quelque chose qui n'est pas à votre faveur. Vous avez par exemple un crédit que vous devez rembourser sur 2 ans. Au bout d'1 an et demi, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le régler. Quand vous allez négocier avec votre banque, ben ne le dites pas dans 2 ans. Parce que vous savez que 1 an et demi et 2 ans, vous n'y arriverez pas. Demandez-lui dans 5 ans ou dans 10 ans, ce qui vous arrange. Et dans la négociation, vous obtiendrez quelque chose. Parce que lui aussi, il n'a pas envie de vous planter. Il ne veut pas vous demander un délai impossible. Il va vous demander quelque chose de possible. Donc, aussi, une des grandes erreurs pourrait être dans une négociation, d'être timide ou courtois. Il faut vraiment être focus sur ses intérêts et se dire que c'est comme ça que vous pourrez obtenir quelque chose qui va vous servir et qui permettra de résoudre les problèmes. Donc voilà un peu grosso modo quelques pistes que je pourrais partager. Voilà, avant de finir, on sait que c'est l'État qui légifère. Quels sont les mécanismes et les stratégies que l'État du Sénégal doit mettre en œuvre pour vraiment accompagner les entrepreneurs? Alors, c'est à plusieurs étapes. Moi, je pense que d'abord, dans la formation, il faut que le cursus de l'entrepreneur apparaisse beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il faudrait que même au lycée, ceux qui commencent à sentir qu'ils ont une fibre pour l'entrepreneuriat, ils aient un cursus qui soit un peu différencié par rapport à ceux qui veulent aller 100% vers le salariat. Parce que ça va vraiment changer la donne. Je le disais dans une de mes contributions, il faut également mettre en place un cursus de nivellement en termes de formation pour donner aux personnes les qualités essentielles pour réussir dans l'entrepreneuriat, mais même dans la vie professionnelle normale en termes de salariat. Et ensuite, on sait qu'aujourd'hui, on a un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat, on a des institutions comme l'ADER qui appuient le financement, comme l'ADPME qui font de l'encadrement. Alors, il faut maintenant créer une cohérence pour tout ça en se disant que la cible, c'est l'entrepreneur qu'on cherche à aider. Donc, toutes ces institutions-là doivent graviter autour de cette cible-là et lui apporter ce qui lui manque. Le financement est une chose, mais le financement est loin d'être la chose essentielle. Je vous l'ai dit dans mon propos introductif, il faut des compétences, il faut un marché. La notion d'étude de marché, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un dispositif qui appuie un jeune entrepreneur à faire ses études de marché, à être financé pour le faire et à être capable de décrypter le contenu d'une étude de marché. Ça, par exemple, c'est un secteur vierge. Chacun vient, il dit je veux vendre tel produit, il dit je vais avoir tant de clients, mais il ne l'a pas fait de façon scientifique. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu, peut-être que ça existe, un mécanisme spécialisé dans les études de marché pour les jeunes et qui est cofinancé ou même financé à 100% parce que c'est le premier niveau. Est-ce que vous avez un marché pour votre produit? Ensuite, maintenant, vous pouvez aller vers la production et l'entrepreneuriat. Bon, je vous le dis comme ça en réflexion spontanée, mais à mon avis, on peut améliorer le dispositif aujourd'hui pour diminuer le taux d'échec dans l'entrepreneuriat. Et ça a de la valeur, parce que si le taux de casse il est de plus de 50%, ça veut dire que 50% de l'argent investi n'apporte rien, mais s'il est recyclé dans des supports qui manquent, ça peut peut-être donner une meilleure perspective. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation à cette excellente initiative.